Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition où on porte notre regard cette semaine sur le Brésil, plus grand pays d'Amérique latine, quelques semaines après l'élection de Jair Bolsonaro à la tête du pays. Décryptage dans quelques instants avec notre invité Walter Priston, qui est responsable du service Amérique latine Caraïbes au CCFD Terre Solidaire. Et puis l'actu des églises, c'est aussi les terribles incendies qui ont frappé la Californie. L'Église américaine est mobilisée pour tenter de faire face à la détresse des sinistrés. On entendra le directeur de Catholic Charities pour le diocèse de Sacramento. Au Liban, une poignée de main historique entre les leaders chrétiens libanais Slimane Frangier et Samir Jaja. Le cardinal Béchar Haraï, patriarche maronite, acteur de ce rapprochement, nous en parlera. Et puis en Grèce, la difficile séparation de l'Église orthodoxe et de l'État. Le gouvernement de Tsipras voudrait notamment supprimer le statut de fonctionnaire aux membres du clergé, mais les évêques grecs ne l'entendent pas de cette oreille. Le père Christophe Dalloisieux, théologien orthodoxe, nous dira comment seront gérés les salaires des prêtres et évêques si le plan du gouvernement était adopté. Mais tout d'abord, ce qu'il faut retenir sur le Brésil. Le Brésil est un État fédéral d'Amérique du Sud. Il est le plus grand pays d'Amérique latine et le 5e plus grand pays au monde. Alors il partage des frontières avec pratiquement tous les pays du sous-continent. Au nord, Guyane, Suriname, Guyana, Venezuela et Colombie. À l'ouest, Pérou, Bolivie et Paraguay. Au sud, Argentine et Uruguay. Le Brésil compte environ 209 millions d'habitants. Sa capitale est Brasilia. Côté religion, les catholiques, dont le nombre diminue, se situent autour de 65%. Ils étaient 73% en 2000. Les protestants et évangéliques représentent 22%, dont 13,4% de pentecôtistes. 8% des Brésiliens se déclarent sans religion et les autres religions représentent autour de 5% de la population. Alors depuis 2010, le Brésil traverse une crise économique importante avec des inégalités qui se creusent. Dans ce contexte, Jair Bolsonaro, leader de l'extrême droite, a été élu le 28 octobre dernier à la présidence de la République. On va en parler, on va parler aussi de la situation du pays avec notre invité Walter Priston, qui est brésilien, responsable du service Amérique latine Caraïbes au CCFD Terre Solidaire, que l'on retrouve tout de suite. Walter Priston, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints dans cette édition. On va parler bien sûr de ce qui se vit aujourd'hui au Brésil dans ce contexte post-électoral, mais justement, peut-être avec votre regard de Brésilien aussi, dites-nous comment est-ce que vous avez vécu ces élections assez inattendues, l'élection de Jair Bolsonaro, le candidat donc de l'extrême droite, à la tête du Brésil. Cette élection, à plusieurs égards, elle représente un déchirement. Et on l'a vu au sein des familles, entre amis, et en plus avec les phénomènes des réseaux sociaux, où on a l'habitude d'exclure quelqu'un. On a vécu effectivement les débats électoraux comme un débat d'exclusion, des violences. Donc j'ai pu les témoigner au sein de ma famille, avec mes amis, cette violence, mais qui risque malheureusement de se reproduire si certaines propositions du président élu vont être effectivées. Alors la violence, nous, on l'a perçue aussi dans ce qu'on a pu lire dans les médias français, européens, mais est-ce que c'est vraiment l'image de ce qui se vit? On a parlé d'un Trump brésilien, candidat homophobe, raciste. Voilà, est-ce que c'est vraiment... On a observé plusieurs. Ouais. Dans ses déclarations, tout au long de sa vie politique, il est parlementaire depuis 28 ans au Brésil, au Congrès brésilien, et il avait à plusieurs reprises tenu des propos homophobes, misogynes, des violences, en défendant la torture, par exemple, pendant l'impeachment de la présidente Dilma. Donc, lui, on ne croit pas que l'État brésilien, d'abord, au moins dans un premier moment, se versera dans la violence. On ne croit pas à ça. Néanmoins, les déclarations d'une personne qui aujourd'hui va être le représentant de la nation, le représentant suprême de la nation, son premier mandataire,
cela libère des violences de certains de ses soutiens. Et ça, c'est déjà le cas. Même pendant la campagne électorale, on a pu assister à des choses qui étaient inédites au Brésil. Comme quoi? Des violences qui ont amené la mort des personnes pour soutenir un tel ou un autre candidat. Ce qui a pu surprendre aussi, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont mobilisés, qui l'ont soutenu. Il y a eu pas mal d'aspects autour de la campagne liés à la défense, la promotion de la famille, tout ce qui était autour de la bioéthique, etc. Donc c'est ça qui finalement a pesé dans la balance chez les chrétiens, ce discours-là qu'il a pu porter, Bolsonaro? Je ne crois pas tout à fait, je dirais, parce qu'il y a, y compris dans l'électorat pentecôtiste, il n'y a pas une unité, ni chez les catholiques. Néanmoins, il y avait, à côté, les religions étaient au centre du débat, mais ce n'était pas la seule question en débat. Et c'est surtout l'économique qui était en arrière-plan des consciences. La population voulait une rupture. Donc, fatigué de 3-5 ans de crise économique, les mauvaises nouvelles s'accumulent, le chômage qui montait, un sentiment d'injustice très fort qui a été canalisé par les médias et par les systèmes judiciaires contre un seul parti au Brésil. Donc, désir de rupture à tous les plans, et cela était transversal, c'est-à-dire ça touchait autant les catholiques que les protestants, qui est historique, et les protestants néo-pentecôtistes. Donc ce désir de rupture, voilà, il a entraîné l'élection de Jair Bolsonaro, mais avec des phénomènes très clivants. Et là, il y a effectivement un secteur plus conservateur qui sort renforcé de ces élections. Alors, il ne prendra ses fonctions que début 2019. C'est quoi le climat dans cette période d'entre-deux en ce moment dans votre pays? On a le sentiment qu'il y a beaucoup d'improvisation. Du côté de l'équipe de transition, elle se met en place doucement avec les nominations des ministres et de ses équipes. Néanmoins, tous les jours, on assiste au Brésil à une annonce et le lendemain, sa contradiction. Donc, par exemple, on avait annoncé la fusion des ministères de l'Agriculture avec celui de l'Environnement, ce qui pour nous, au CCFD Terre Solidaire, était un sujet de préoccupation majeure. On peut en revenir si vous voulez. Et donc, contradiction, improvisation. On réunit, cette fusion n'est plus d'actualité, comme il a annoncé aussi l'extinction, la disparition du ministère du Travail face au tollé que cela peut représenter, que ça a suscité au niveau national mais aussi international. Il a renoncé à ces changements. Donc, il y a ce sentiment de confusion dans la population aussi. Bon, vers où on va? On ne va pas très clair. Ceux qui l'ont soutenu espèrent encore y croire, mais effectivement, il y a une confusion dans la population. Et aussi, on est attentif à ce qui s'est dit du Brésil à l'étranger. Et dans ce sens-là, c'est vrai que l'estime de soi du Brésilien, aujourd'hui, elle n'est pas au beau fixe. D'accord. Donc on perçoit bien ce climat de tension et de division au sein du pays. Alors, on a évidemment pas la possibilité d'aborder de manière extensive ce qui concerne notre pays, mais on va parler quand même d'une des préoccupations autour du Brésil, mais qui dépasse le cadre du Brésil. C'est ce qui touche à la forêt amazonienne, le poumon de la planète, évidemment. Alors réparti sur 8 pays et sur la Guyane française, eh bien 60% de cette forêt se trouve sur le territoire brésilien. Alors c'est un territoire qui est évidemment très convoité pour ses sols, ses sous-sols, ses eaux. Alors pour comprendre les enjeux, eh bien, je vous propose de regarder ce reportage réalisé par le CCFD Terre Solidaire. Il concerne le Pérou, mais la situation est comparable à celle du Brésil. Face au dérèglement climatique et aux convoitises économiques, eh bien, le peuple Vampise, au nord du Pérou, s'est organisé pour défendre ses droits de peuple indigène et protéger la forêt. Il s'est constitué en nation. On écoute le témoignage du premier président Vampi, on en parle juste après. Tenemos la presencia de la minería ilegal. La minería ilegal está contaminando los ríos y el bosque está depredando bosques. Eso es una preocupación grande que tenemos frente a la minería ilegal. Hemos hecho desalojo 2 veces, nosotros mismos una interdicción propia que hemos hecho. Tenemos la presencia de madereros ilegales también. Tenemos la petrolera y las represas hidroeléctricas.
nosotros creemos que necesitamos apoyo de la humanidad, de todos, porque nosotros vivimos en un rincón de este planeta. Sin embargo, este rincón de este planeta está trabajando para defender la madre naturaleza y es necesario que todos nos unamos para defender esta naturaleza que es fuente de vida para la humanidad. Alors voilà, ce reportage, il est aussi à l'image un petit peu de ce qui se vit au Brésil, indépendamment de ce cas particulier d'une nation indigène. Mais sinon, sur la situation, sur l'exploitation, c'est pareil côté brésilien? C'est pareil, je rends hommage aux indigènes péruviens parce qu'ils ont su s'organiser pour porter un projet de dire nous avons une alternative à ce qui arrive sur notre territoire comme destruction. On vit ça comme une dépossession, comme une destruction. Et le phénomène est tout à fait similaire à ce qui arrive au Brésil, où des grands barrages, la minerie illégale, l'extraction minière illégale, les grands déboisements pour installer, notamment au Brésil, des pâturages pour l'élevage. Et Jair Bolsonaro a la même approche? Et justement, Jair Bolsonaro, par rapport aux Indiens, il a eu une proposition très claire. Contrairement à ce qui défend la Constitution, ce qui est établi par la Constitution brésilienne, il a dit plus un centimètre de terre pour les Indiens. Il les considère comme des privilégiés, pendant que ce qu'on voit sur les terrains, c'est que ce sont des indigènes, ceux qui préservent, qui protègent le plus la nature. Mais effectivement, cette protection offerte par les indigènes, dans une démarche spirituelle aussi, de vivre avec la nature, être un élément de plus de cette nature, de cet univers cosmique. Et cela dérange les projets économiques d'expansion de la frontière agricole. Donc Jair Bolsonaro, c'est important à rappeler qu'il a été élu, le projet de pouvoir qu'il porte à la présidence aujourd'hui, elle est même du groupe du Front parlementaire de l'agriculture, et qui défend justement l'expansion de cette frontière pour une économie, pour une agriculture tournée vers l'exportation, à l'usage intensif des intrants chimiques toxiques. Alors comment est-ce que le CCFD soutient ces peuples en Amazonie? Au Brésil, notamment, on a vu sur les reportages l'appui à ces processus d'auto-organisation des peuples indigènes. Au Brésil, aujourd'hui, ça se passe surtout à travers les CIMI, un organisme de l'Église catholique, les conseils indigénistes missionnaires, qui justement a les soucis de comment accompagner les peuples indigènes pour leur intégration, entre guillemets, dans la société sans perte de culture. Parce qu'à la fois, on ne peut pas nier on est dans un monde d'échange, mais à la fois de dire il faut qu'on reconnaisse les valeurs propres et intrinsèques à ces cultures et qu'elles ne disparaissent pas. Donc, ça se passe par des projets d'accès à la santé dans leur environnement, d'accès à des projets économiques, de pouvoir vivre de la petite agriculture et dans des cadres un plaidoyer très fort jusqu'ici auprès du gouvernement, du Congrès, pour que leurs droits soient respectés. Donc, ce travail de plaidoyer, il va devoir être encore plus fort, mais dans un contexte tout à fait défavorable. Et ce qui requiert donc de notre part un appui renouvelé au CIMI, les conseils indigénistes missionnaires. Alors le pape François, qui a une préoccupation forte pour l'Amazonie, si bien qu'il a convoqué un synode qui se tiendra en octobre prochain, octobre 2019 à Rome. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un synode sur l'Amazonie ? Il y a des attentes dans deux domaines. Le premier est celui de mettre en valeur une écologie intégrale. Donc ça, en ce moment, c'est fini le processus de réalisation des assemblées territoriales qui est impulsé par les réseaux ecclésial panamazoniens en réunissant dans différents diocèses, dans différentes régions de l'Amazonie brésilienne et de tous les autres pays, des acteurs du terrain pour qu'ils expriment leurs espoirs, leur analyse de la réalité. Et là, ce qui ressort très fort, c'est cette envie de porter la proposition du pape d'une écologie intégrale. Donc, dans cette écologie, les peuples indigènes ont toute leur place. Donc, ça, c'est le premier domaine d'espoir que ces synodes y portent. Et un autre, c'est aussi au niveau de la réforme de l'Église, de comment on peut faire émerger, en écoutant la réalité amazonienne, démontrer les besoins et faire émerger de nouveaux ministères pour l'Église.
Donc il y a des évêques, des agents pastoraux de l'Amazonie en ce moment qui réfléchissent à des propositions. Les papes avaient dit « pensez avec toute liberté ». Faites des propositions très librement. Je crois que ça est en train d'être fait, malgré les contextes adverses, notamment après ces élections, mais l'espoir, je crois, qu'il vient justement de cette possibilité de compter dans la société mondiale à travers l'Église. Alors le 5 novembre dernier, le pape François a reçu en audience un évêque, l'évêque d'Óbidos, Monseigneur Balman, dans l'État brésilien du Pará. Cet évêque a présenté au Saint-Père le projet d'un bateau-hôpital qui s'appellerait Pape François, circulant sur le fleuve Amazone. Ce bateau couvrira ainsi 1 millier de kilomètres de l'État du Pará, 12 communes, et rejoindra environ 700 000 personnes pour leur proposer une aide médicale. Au terme de son audience, le pape François a tenu à saluer tous les peuples de l'Amazonie à travers une vidéo. On écoute son message. Un saludo cordial de corazón a todos los habitantes de los pueblos de Amazonia. Un cariño muy grande. Ustedes cuidan la tierra. Ustedes aman la tierra, aman la naturaleza y aman a Dios. Sigan adelante. Un saludo a todos aquellos que trabajan en el barco hospital, que va a hacer tanto bien en esos 1000 kilómetros de recorrido a tantos pueblos. Rezo por ustedes y ustedes recen por mí. Señor os abençoe. Alors voilà, ça c'était sur la partie Amazonie. Ce bateau-hôpital donc, que mentionne le pape devrait se mettre en place d'ici peu. Ce qui me fait penser à une question autour des soins et l'accès aux soins. On a entendu il y a quelques jours cette information concernant le départ de médecins cubains qui étaient au Brésil dans le cadre d'un programme entre les deux pays. Et donc ce départ de plusieurs milliers de médecins, ce qui pourrait créer évidemment une difficulté d'accès aux soins à certaines populations, en particulier les plus pauvres. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, les plus préoccupés au Brésil par ce départ, qui est une conséquence de posture irresponsable du président Bolsonaro, des accusations contre des médecins cubains qui venaient prêter un service à la population brésilienne. Et les plus préoccupés aujourd'hui sont des maires des petites communes et des zones rurales reculées notamment, mais aussi des zones urbaines, parce que là, il n'y a pas les médecins brésiliens, les Brésiliens ne veulent pas aller là où ces médecins cubains ont accepté d'aller et de faire un travail de santé préventive. Donc, penser la médecine à partir des besoins des populations les plus pauvres, malheureusement, n'est pas toujours l'orientation des cursus universitaires, des facultés de médecine. Donc, cet apport cubain était très important pour la population, pour les pays. Espérons qu'on va trouver une solution, mais entre-temps, c'est les plus pauvres qui vont en subir les conséquences. On va parler en quelques mots de ce qui se passe aussi du côté des zones plus urbaines, avec d'autres défis. Dites-nous un peu qu'est-ce que fait le CCFD. Donc, le CCFD au Brésil, actuellement, il est en train de soutenir une quinzaine de partenaires, des acteurs locaux de la société civile. Ce sont des mouvements sociaux, des organismes et services d'église, de groupes de femmes. Donc, très, très divers comme profil de partenariat, mais qui ont en commun un désir de participer à l'éducation populaire, à former les consciences, à former des citoyens et des citoyennes pour agir sur la réalité du pays. Donc, nous travaillons beaucoup sur la réalité de la terre. Nous travaillons aussi dans certains quartiers populaires urbains. Justement, là, c'est une inflexion du travail du CCFD ces dernières années, comme la majorité de la population au Brésil est urbaine, d'aussi d'avoir des expressions qui montrent que malgré une situation économique difficile, les pauvres sont souvent source de créativité, source de bonnes nouvelles pour créer des alternatives. Et là, on a appuyé au Brésil plusieurs initiatives de ce type, de créer une autre économie, une économie solidaire. Alors, on le voit, si on regarde un petit peu l'évolution du pays, on sent bien ces écarts qui se creusent, ces divisions, ces tensions, ce manque de dialogue de la base au sommet de l'État. Qu'est-ce qui
permettrait de rétablir, de pacifier le pays aujourd'hui, de rétablir un dialogue à différents échelons, selon vous? Je crois qu'il est important, et si on regarde l'Église, elle est face à une opportunité. La situation au Brésil, elle est de tensions, de divisions, de polarisation même. Donc, mais on a assisté dans cette campagne électorale, et nous vivons au Brésil, une crise éthique. Donc, pour l'Église, opportunité dans le sens de penser les rapports à la vérité. Il a été complètement bouleversé par les fake news, par la production industrielle des fake news dans cette élection. Donc je crois que l'Église pourra continuer à jouer un rôle prophétique et un rôle d'éducation, de conscience et de cœur pour participer à la construction de la société brésilienne. Et là, ça va être très important parce que aujourd'hui, n'importe qui avec son téléphone portable peut participer à des débats. Néanmoins, il faut avoir des critères éthiques pour illuminer ces interventions et l'Église peut contribuer à ça. Un rôle à jouer. Merci beaucoup, Walter Priston. Bien sûr, on va continuer à suivre ce qui se passe dans votre pays. On en reparlera dans nos prochaines éditions. Et pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur l'action du CCFD Terre Solidaire, eh bien, vous pouvez consulter le site qui s'affiche sur vos écrans, ccfd-terresolidaire.org. On revient sur 3 actualités cette semaine. Alors aux États-Unis, eh bien, vous le savez, il y a eu ces incendies dramatiques géants qui ont ravagé une partie de la Californie. La petite ville de Paradise, au nord de l'État, a été entièrement détruite. Et le bilan ne cesse de s'alourdir. Il s'établit à 77 victimes et plus de 1000 personnes sont toujours recherchées. Dimanche, une veillée funèbre rendait hommage aux victimes à Chico, ville située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Paradise. Et face à ce drame, eh bien, l'Église elle est mobilisée auprès des 27 000 sinistrés de la Californie du Nord. Le point avec John Watkins, directeur de Catholic Charities. Alors d'Artigue l'a joint par téléphone. They're going to be helping the families sort of get back on their feet, dealing with sort of all the, their insurance and all the things that they have to do to get back onto their feet. So that's one of the things they're doing. They're doing quite a lot of different things. They will probably be hiring dozens and dozens of case managers to help the families over the next 2 to 3 years as they move into the recovery phase. They're also doing some of the crisis counseling. They are going to be providing, grief and loss group work in the parishes. The challenge for these disasters, especially one on this magnitude, is that we are going to need to sustain this effort over the next few years. Probably this is a disaster that is going to be very long-lasting. Au Liban, une poignée de main historique après des décennies de violence entre leurs clans durant la guerre civile libanaise. Les leaders chrétiens, Slimane Frangier et Samir Jaja, se sont réconciliés le 14 novembre sous la houlette du cardinal Béchar Haraï, patriarche maronite du Liban. Alors Samir Jaja, ancien membre des phalanges chrétiennes, a été accusé d'avoir dirigé le commando qui a assassiné en 1978 les parents de Slimane Frangier et sa sœur de 3 ans dans le nord du Liban. Les deux clans ont des positions opposées en ce qui concerne la relation avec le pouvoir syrien. À la tête des forces libanaises, Samir Jaja a toujours été farouchement opposé au régime de Damas, tandis que Slimane Frangier est un ami d'enfance du président Bachar al-Assad. Toutefois, les deux hommes se sont retrouvés au siège du patriarcat maronite dans la localité de Kerké, au nord de Beyrouth, pour cette rencontre devant les médias. Le patriarche Raï a salué une rencontre entre les deux responsables qui ont signé un document confirmant leur volonté commune de tourner la page du passé et aller vers de nouveaux horizons dans leur rapport sur le plan humain, social, politique et national. Alors d'Artigue a joint par téléphone le cardinal Raï. C'est une affaire qui remonte à 40 ans. Hier, ils ont fait la réconciliation finale. Ils ont tourné la page. Les musulmans et chrétiens ont salué beaucoup cette initiative et tous souhaitent que cette entente, cette réconciliation et l'unité nationale interne puissent être reconstruites à cet exemple. Donc, il faut reconstituer la famille libanaise, en commençant par les chrétiens, par les maronites,
les chrétiens. En Grèce, les évêques de l'Église orthodoxe grecque ont rejeté le plan du gouvernement qui vise à distendre les liens entre l'Église et l'État, notamment en supprimant le statut de fonctionnaire aux membres du clergé. Au terme d'une réunion tumultueuse, le Saint-Synode de l'Église orthodoxe grecque, son organe décisionnel, n'a pas apporté son soutien au plan en 15 points du gouvernement, visant à redéfinir les liens entre l'Église orthodoxe et l'État grec, sans vouloir toutefois rompre les discussions. Cet accord avait été signé le 6 novembre par le Premier ministre Alexis Tsipras et l'archevêque d'Athènes Hieronymos, primat de l'Église grecque. L'accord présenté comme historique dans un pays où l'Église et l'État sont très liés prévoit notamment que les membres du clergé perdent leur statut de fonctionnaire, même si l'État doit continuer de verser 200 millions d'euros par an pour les rémunérer. Ce point concentre les critiques de la hiérarchie orthodoxe qui craint de perdre les avantages liés au statut de fonctionnaire. Un fonds devrait par ailleurs gérer les biens de l'Église. Alors quel serait le principe de ce nouveau mode de financement des évêques et des prêtres orthodoxes? On écoute le père Christophe Dalloisio, théologien orthodoxe, joint par téléphone. Le gouvernement voudrait que les prêtres, principalement les prêtres diocésains, ne soient plus des fonctionnaires de l'État, mais qu'ils continuent d'être payés par l'État au moyen d'une enveloppe fermée qui serait une sorte de subside annuel concédé par l'État grec à l'Église en tant qu'organisme. Les évêques voient évidemment une possibilité que derrière cette enveloppe fermée qui serait un subside annuel à l'Église, il y ait une sorte de gel de leur subventionnement. On est devant une situation où l'Église craint d'être limitée dans sa capacité de nommer de nouveaux membres du clergé. Si l'Église faisait le choix d'augmenter ses cadres, d'avoir plus de prêtres, eh bien, cela n'emporterait pas une obligation pour l'État d'augmenter son financement. Le préaccord a suscité des remous parmi les évêques, mais aussi et surtout parmi les prêtres diocésains. Il faut savoir qu'en Grèce, les prêtres sont, dans leur écrasante majorité, des hommes mariés et pères de famille. Ils sont rémunérés par l'État et naturellement préoccupés par leurs conditions de service. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la voir en replay sur le site de KTO, www.ktotv.com et sur nos réseaux sociaux. Très belle soirée, très bonne semaine à tous. À mercredi prochain. Au revoir.